Les portes de fil barbelé américaines se sont fermées derrière eux, des centaines de prisonniers japonais sont entrés dans un monde inconnu, où le silence pesait plus que la fatigue des mois de combat. Les uniformes boiteux, collés à la peau par la sueur et la terre, ont raconté l'histoire d'une reddition qu'aucun d'entre eux n'avait imaginé vivre. Après des marches sans fin sous le soleil implacable des îles, leurs pieds brûlant dans la poussière des chemins et la soif séchant la gorge, qui les attendait de l'autre côté de ces portes était au-delà de leur compréhension. Après des dossiers bureaucratiques, des inspections médicales rapides et la distribution des articles de base, ils ont été conduits à un grand hangar en bois, où le métal tue le serpent à travers le plafond. Là, devant ces averses alignées en tant que soldats en formation, beaucoup ont cessé, l'immobilier. Cela ne ressemblait rien à ce qu'ils avaient vu dans les tropiques suffocants où ils se sont battus. Des rangées de buses métalliques brillantes, chacune avec un drain en dessous, ont remis en question leur notion de réalité. Les gardes américains, secs et objectifs, ont fait des gestes soudains, ils ont pris les vêtements, formés. C'est alors qu'ils ont compris, ils n'ont pas seulement été arrêtés. Ils étaient obligés de se laver. Un murmure d'incrédulité a parcouru le groupe. Pour ces hommes, un bain décent était un luxe lointain, un privilège perdu pendant longtemps. Pendant la guerre, l'hygiène s'est écoulée à des plongées rapides dans les rivières sales ou maritimes lorsque la chance le permettait, et le savon était un article aussi rare que des munitions supplémentaires. Maintenant, entre les mains de l'ennemi qui a juré de haïr, ils ont été poussés dans un rituel de nettoyage organisé et presque cérémonial. Certains ont resserré leurs biens contre la poitrine, suspects que c'était un piège. D'autres ont regardé la vapeur monter les tuyaux avec un regard nerveux, se souvenant des histoires que leurs officiers ont racontées avant la reddition, les Américains étaient cruels, la prison signifiait une honte éternelle, le traitement serait pire que l'animal. Était-ce la première étape de la torture déguisée? Les gardes, impatients d'hésitation, ont répété les ordres anglais, accompagnés de gestes épais. Chaussures, ceintures, manteaux, tout doit être retiré. Un par un, des doigts tremblants déboutonnés uniformes qualifiés, révélant des corps marqués par les cicatrices de la jungle. Exposés les uns aux autres et les yeux étranges, ils se sentaient nus non seulement dans la peau, mais dans la dignité. Même ainsi, ils ont obéi. Lorsque les morceaux de savon ont été jetés entre leurs mains, le maintien de cet objet simple est devenu un acte de résistance silencieuse. Puis vint le son de l'eau. Des jets chauds et abondants sont tombés sur eux, engageants, presque agressifs dans leur générosité. Pendant un moment, ils se sont figés, attendant la douleur. Mais au lieu de la punition imaginaire, une vague de soulagement les a envahis lorsque l'eau a conduit à des couches de saleté, de sang sec et de souvenirs de combat. Certains ont fermé les yeux, laissant le brouillon de la crasse par le drain comme s'il portait le poids de la guerre avec lui. D'autres ont frotté le savon dur avec prudence, comme si à tout moment ils étaient réprimandés par ce geste d'humanité. Petit à petit, la peur initiale a cédé la place à un étonnement silencieux. C'était il y a des mois, qui connaissait des années, qui ne se sentait pas si chaleureux, cette pureté. Dans les tranchées et les camps où ils ont survécu, l'eau était rationnée, les bains inexistants et les poux et les maladies faisaient partie de la vie quotidienne. Avoir une douche chaude à portée de main, sans sauts audacieux, sans cris de supérieur, sans restriction, était un privilège tellement absurde qu'il bordait le surréaliste. À leur départ, ils sont tombés sur des tas de serviettes en coton épaisses, se penchaient soigneusement. Beaucoup ont tendu la main pour les toucher comme s'ils étaient une autre relique mondiale. Ils étaient maladroits, peu habitués à la douceur de ce tissu. Pour les Américains, c'était juste des protocoles de terrain. Pour les Japonais, une révélation. Les cheveux dégoulinants, peau flush à la chaleur, un murmure d'admiration se propage entre eux. L'appréhension qui les avait dominés en entrant dans cette salle de bain est maintenant devenue la perplexité, leurs ravisseurs, après tout, ont offert du confort au lieu de la cruauté. Ce premier rendez-vous avec les douches sur le terrain serait enregistré dans leurs souvenirs bien au-delà de ces jours. Ce fut le début d'une série de découvertes qui secouraient tout ce qui avait été enseigné sur l'ennemi. Il ne s'agissait pas seulement de laver la saleté sur le corps, mais de voir la distance entre ce qui était incertain et ce qu'ils ont maintenant vécu. Ces averses modernes, avec de l'eau chaude infinie et du savon à l'aise, sont devenues le symbole de quelque chose de plus grand, la perception que la prison pourrait ne pas signifier dégradé, mais une fenêtre inattendue à un mode de vie qu'ils n'ont jamais imaginé. De retour dans l'hébergement, un silence dense a repris l'environnement. Assis sur des bancs en bois, certains tenaient encore leurs uniformes pliés, d'autres se frottaient les cheveux avec des serviettes épaisses, incertaines si elles avaient reçu une bénédiction ou une menace déguisée. Ils ont évité les regards, comme si parler ouvertement pouvait briser un pacte non dit. Mais derrière ces visages impassibles,
un doute corrosif les a consommés. Pendant des années, ils ont répété que la reddition aux Américains était synonyme de déshonneur, de torture et de mort. Dans les brèves instructions avant les batailles, leurs supérieurs ont peint des peintures de champs sadiques, où la faim et les abus étaient la seule certitude. Cependant, le premier acte qui leur était imposé était de se laver avec de l'eau chaude et du savon. Pour beaucoup, cela semblait trop suspect, une gentillesse calculée, une civilité qui ne correspondait pas à l'image de l'ennemi brutal qui portait dans l'esprit. L'un des prisonniers, un ancien mécanicien naval de Yokosuka, se souvenait des brochures alliées montrant des soldats souriants recevant de la nourriture et du repos. Il les avait toujours jetés comme des mensonges bon marché, créés pour saper le moral des troupes japonaises. Maintenant, pour la première fois depuis des mois avec une peau propre, ces images sont revenues à leur mémoire comme un frisson. L'une de ces promesses était-elle vraie? Mais une pensée encore plus sombre le hantait, et si ces douches ne étaient pas pour nettoyer, mais pour quelque chose de bien pire? Des rumeurs se sont répandues rapidement, en particulier parmi ceux qui se souvenaient des publicités de guerre les plus sinistres. Certains ont chuchoté sur des chambres à gaz, faisant des parallèles avec des histoires vagues sur ce que faisaient les Allemands en Europe. Peu de gens connaissaient les détails, mais l'idée que les Américains pouvaient utiliser ces installations à des fins cachées et cruelles ont acquis une force dans les murmures étouffés. Les gardes ont remarqué la réticence. Ils ont vu des groupes arrêtés aux portes, avec des expressions chargées de méfiance. Les ordres ont été répétés et les interprètes ont expliqué dans un japonais tronqué que cela ne faisait que l'hygiène obligatoire. Mais la méfiance ne s'est pas dissipée si facilement. Pour les hommes formés à croire que la reddition était pire que la mort, tout geste de gentillesse était heureux. Ils soupçonnaient même le savon, serait-il empoisonné? L'eau chaude masquerait-elle un piège? Certains ne se lavaient même pas, ne mouillant que leurs bras et en arrière avant de courir. Le choc culturel a rendu tout encore plus inquiétant. Au Japon, le bain était un rituel sacré, lié aux eaux thermiques et aux bains communautaires, un moment de purification physique et spirituelle. Mais la guerre avait même volé cela, les laissant couverts de saleté, infestés de parasites, combattant des infections constantes. Les averses de champs, en revanche, étaient froides et efficaces, des rangées de tuyaux et de drains en acier, sans intimité, agissant comme une machine. Pour les Américains, c'était juste une hygiène pratique. Pour les Japonais, c'était une expérience étrange, mécanique et presque inhumaine, un rituel vidé de sa signification, réduit à une obligation militaire. Et c'est exactement cette déconnexion qui les a rendus encore plus perdus. Une concession était une révélation. Que c'est? L'air qui s'est épuisé sur ses épaules n'était pas seulement de l'eau, c'était la preuve tangible que pour les Américains, même un prisonnier avait droit à quelque chose que beaucoup ne connaissaient pas comme des soldats, un soulagement. Pas le soulagement éphémère d'une victoire ou de l'engourdissement de l'épuisement, mais quelque chose de plus intime, presque subversif, le confort du corps propre, le sentiment que même là, réduits à des chiffres dans un champ ennemi, étaient encore des hommes. Et les hommes méritaient plus que survivre. Les anciens, endurcis pendant des années de campagne, ont tenté de masquer l'étonnement. Ils ont croisé les bras sur leur poitrine, comme si le geste pouvait les protéger contre cette invasion du bien-être. Mais leurs doigts, sans s'en rendre compte, ont desserré la pression sur les bras minces, les épaules, précédemment tendues par l'habitude de la méfiance, détendaient imperceptiblement sous un jaillissement constant. Les plus jeunes n'avaient pas la même discipline. Certains ont fermé les yeux, laissé leur tête retomber et reprennent une profonde inspiration, comme si cette vapeur pouvait transporter non seulement la saleté, mais aussi le poids de la guerre qui les habitait toujours. D'autres, plus prudents, ont regardé les gardes avec le coin de leur œil, attendant un tour, un piège caché dans ces minutes de vulnérabilité. Rien n'est venu. Pas de cris, pas d'humiliation, pas de punition pour avoir profité de ce moment. Seul l'ordre sec, répété en anglais guttural par l'interprète, wash. Rince. Suivant. Et c'était, précisément, le plus dérangeant, la normalité avec laquelle les Américains l'ont traité. Il n'y a pas eu de cérémonie, pas de sermon, ni l'ombre d'un but caché. L'eau chaude n'était pas une récompense pour une bonne conduite, ni un prix de collaboration. C'était une simple routine. Une routine qui, jour après jour, sapait les certifications qu'ils avaient transportées pendant des années. Comment concilier l'image de l'ennemi cruel, peint dans tous les discours de ses commandants, avec ce geste aussi prosaïque que de s'assurer qu'un prisonnier ne pourrirait pas dans la vie? Comment détester un système qui, même en prison, les a mieux traités que leur propre armée les avait traités en campagne? Les premières semaines ont été un duel silencieux entre la fierté et la nécessité. Certains ont résisté,
se lavant rapidement, comme si la hâte pouvait préserver une partie d'honneur. D'autres étaient secrètement lents sous les averses, frottant les côtes jusqu'à ce que la peau brûle, mais aussi pour laver le corps non seulement, mais aussi la honte de profiter de ce moment. Au fil du temps, cependant, même les plus têtus ont cédé. Pas pour la faiblesse, mais parce que le corps du traître a répondu à ses soins d'une manière que l'esprit ne pouvait pas ignorer. Blessures infectées séchées. L'odeur de moisissure qui a imprégné ses vêtements a disparu. Les démangeaisons constantes et fidèles dans les tranchées les ont finalement abandonnés. Et, pire que tout, ils dormaient mieux. Le sommeil, qui était autrefois un état d'avertissement interrompu par des toux et de la chair de poule, est devenu plus profond, moins tourmenté. C'était une trahison des sens, une reddition involontaire à la logique incessante de ces douches. Les Américains, bien sûr, n'ont pas fait cela par gentillesse. Ils savaient, comme toute armée qui a déjà gagné une guerre, qu'un prisonnier malade est un prisonnier dangereux. L'hygiène n'était pas une charité, c'était une stratégie. Un homme propre est un homme moins sujet aux révoltes, moins consommé par la fièvre, moins distrait par la douleur. C'était le contrôle déguisé en soins, discipline habillée d'humanité. Mais pour les Japonais, cette distinction importait peu. Ce qui comptait, c'était le fait indéniable que, pour la première fois depuis des mois, leur corps ne les a pas trahis à chaque mouvement. Et cela, plus que n'importe quel discours, commençait à saper les murs qui les ont maintenus ensemble dans la résistance. La nuit, dans les lits superposés, tandis que le bruit des ventilateurs a coupé l'air humide, certains osent chuchoter ce que tout le monde pensait, et s'ils ont raison. Pas sur la guerre, pas sur l'idéologie, mais à ce sujet. À propos de l'idée qu'un soldat n'a pas besoin de pourrir pour être forte. Cette discipline peut exister sans pourriture. Qu'il y a peut-être plus d'une façon d'être un homme au combat. Les mots ont été dits doucement, presque avalés par la peur d'être entendus. Mais ils ont été dits. Et cela, plus que n'importe quelle commande, plus que n'importe quelle douche, était le vrai signe que quelque chose à l'intérieur avait déjà commencé à changer. Le tissu de ce qui restait encore de leur identité. Ce n'était pas seulement la peau qui se régénérait sous l'eau chaude, mais quelque chose de plus profond, la mémoire qu'ils méritaient des soins. Ceux qui ont vu une fois dans l'hygiène un luxe indigne des guerriers réalisaient maintenant une arme silencieuse, non contre l'ennemi, mais contre la dégradation même que la guerre leur avait imposée. À chaque bain, une couche de saleté a été détachée, et avec elle, une partie du dogme qui les avait convaincus que la souffrance était la vertu. Les anciens, ceux qui portaient encore les cicatrices des batailles passées sur le dos, étaient les moins parlés, mais celles qui ont le plus regardé. Ils ont vu les jeunes, auparavant inclinés par l'épuisement et les blessures, élevant maintenant plus fermement les épaules, les yeux moins opaques. Ce n'est pas la force brute qui les a transformés, mais la constance d'un rituel qui les a paradoxalement ramenés à la maison. Les bains n'ont pas effacé la guerre, personne, il n'y avait du stupide au point de le croire, mais a créé une fissure dans l'armure du désespoir qui les a impliqués. Et c'est dans cette fissure que quelque chose de dangereux commençait à s'infiltrer, le doute. Comment justifier que l'ennemi, celui qui devrait le détester avant tout, leur a offert ce que son propre empire avait nié? Ce n'était pas seulement des savons et des serviettes, c'était l'admission tacite qu'il y avait un moyen d'être un soldat qui n'avait pas besoin de renoncement à l'humanité. Certains ont essayé de rationaliser, ils font cela pour nous garder dociles, murmura-t-il, comme si le nettoyage était un piège. D'autres, cependant, ne pouvaient pas nier le soulagement qu'ils ressentaient en passant leurs doigts dans leurs cheveux sans poux, ou en dormant sans les démangeaisons des blessures infectées. La logique de la résistance s'estompa face à la confrontation avec son propre corps, maintenant moins un fardeau et un autre allié. Et puis est venue les nuits, lorsque le silence du hangar est devenu une étape de confession qui ne serait jamais dite à haute voix. Un murmure ici, un soupir là-bas, nos officiers savaient-ils que nous avions tort? Pas sur les tactiques, pas sur la loyauté, mais sur l'idée que la douleur était le seul moyen d'honorer. Certains se souvenaient des bains publics de Kyoto, les hot springs à Hakone, les rituels qui ont rejoint les familles avant que la guerre ne vole tout. D'autres, plus jeunes, ne connaissaient que la saleté comme un état naturel, et maintenant ils ont trouvé, étonnés, que le nettoyage ne les rendait pas faibles mais plus résistants. Chaque jour, les preuves se sont accumulées, ce ne sont pas les bains qui les ont affaiblis, mais le manque d'eux qui les avait laissés au bord de l'effondrement. Les gardes américains, inconscients de cette révolution silencieuse, ont suivi leur routine avec la même efficacité bureaucratique. Pour eux, ce ne sont que des protocoles de santé, des boîtes à marquer, rapportent les rapports à remplir. Mais pour les prisonniers, chaque ordre de douche. Ce fut un coup pour la base de tout ce qu'ils avaient été formés pour croire.
Parce que si la discipline pouvait vivre avec dignité, si la force ne dépendait pas de la pourriture, alors quoi de plus que le renseignement était un mensonge? La réponse n'est pas venue par des mots, mais de manière progressivement, ils ont commencé à se comporter. Ils ne traînaient plus les pieds vers les douches, je suis. Ils ne cachaient plus les serviettes comme un trophée volé, ils les ont utilisées. Et quand un nouveau groupe de prisonniers est arrivé, ça les suspects, les anciens combattants de ces casernes devaient dire quoi que ce soit. L'exemple était suffisant, des corps propres, des blessures de guérison, des regards moins vides. Le message était clair, bien qu'il n'ait jamais été prononcé, vous comprendrez également. Parce que la guerre les avait pris de la maison, mais la capture, ironiquement, en a rendu un morceau. Pas dans la forme des. Et la liberté, c'était encore une illusion lointaine, mais en mémoire qu'il y avait un monde où les hommes n'avaient pas besoin de choisir entre être des soldats et être humains. Et c'était une vérité plus dangereuse que n'importe quelle balle, car une fois connu, il ne pouvait pas être inconnu. La caserne a changé. La toux s'est tarie. La rayure compulsive des têtes infestées cessait. Les couvertures, auparavant humides et les moisissures, ont commencé à expirer une odeur de savon lisse. Les gardes, entre les rires secs, ont déclaré que les prisonniers japonais semblaient plus disciplinés que le jour où ils sont arrivés, traînant leurs pieds dans la boue de la défaite. Certains, gênés par cette observation, toujours résistaient à l'intérieur, ennuyaient l'idée que ces routines n'étaient qu'une tactique pour les adoucir. Mais la vérité était indéniable, ils étaient plus forts. Les blessures ont guéri plus rapidement, le sommeil est devenu profond et l'énergie, bien que toujours emprisonnée entre les fils barbelés, coulait avec une constance de longue date. Pour certains, cette transformation n'a pas généré la honte, mais une fierté discrète. Ils ont commencé à plier les serviettes avec une fermeture après la sécheresse, pour briller les bottes jusqu'à briller, balayant le sol de la caserne jusqu'à ce que la poussière disparaisse. Ces gestes les ont transportés chez eux, pas la liberté, mais pour les traditions méticuleuses des maisons japonaises, où l'ordre n'était pas une imposition mais l'essence. Ils ont ensuite réalisé que le nettoyage n'était pas abandonné à l'ennemi. C'était la récupération de fragments d'eux-mêmes, enterrés sous la boue et le chaos de la guerre. Même les conversations ont changé. Des hommes qui auparavant à peine eu la force de marmonner ont maintenant échangé de faibles commentaires sur l'étrange soulagement de se sentir revigoré, de l'ironie cruelle d'être plus sain en tant que prisonnier que de soldat de la campagne. Les médecins américains, pratiques et dépourvus de sentimentalité, ont enregistré des améliorations des dossiers médicaux, moins de dysenterie, moins d'infestations, moins de décès. Pour eux, c'était la preuve que le système fonctionnait. Pour les Japonais, c'était un réveil. Ils ne pouvaient ignorer que leurs ravisseurs traient l'hygiène non pas comme un privilège, mais comme une exigence, pas comme une faveur, mais comme une règle. Et cette leçon les a profondément dérangés, car cela a choqué frontalement avec le code qu'ils avaient intériorisé, dans leur guerre, la saleté durable était un signe de résistance, presque un trophée. Là, cependant, la logique a été inversée. Le nettoyage était l'ordre. Et l'ordre, la force. Au fil du temps, les soupçons qui se penchaient autrefois sur les douches se sont dissous presque complètement. Personne d'autre n'a chuchoté sur du poison dans du savon ou des tuyaux cachés dans les tuyaux. Au contraire, ils ont commencé à attendre ce moment pour le souhaiter. Le rituel est devenu quelque chose au-delà de l'obligation, un moment de soulagement physique chez les femmes dépouillées de tout le reste. Certains l'ont pris sous léger au-delà des autorisés, fermant les yeux, laissant l'eau prendre non seulement la saleté, mais le poids des souvenirs des défaites passées. Dans l'immobilité de ces gestes répétés, beaucoup ont constaté que l'hygiène n'était pas seulement une règle imposée par les gardes. C'était la reconstitution d'une dignité qu'ils pensaient perdue. Une façon de se sentir à nouveau humaine, même derrière les clôtures en fil. Une transformation subtile mais irréversible qui a changé non seulement leur corps, mais la notion même de ce qu'elle signifiait résister. Lorsque les vents d'automne ont commencé à balayer le terrain et les jours raccourcis, les conversations entre les prisonniers ont suivi un autre cours. Il n'y avait plus de débats étouffés sur les poisons ou les cruautés déguisées. L'étonnement était désormais d'une autre nature, la compréhension que ces rituels quotidiens du savon, de l'eau chaude et des serviettes n'étaient pas le risque de prison, mais des symboles de quelque chose de plus grand. Dans les teintes mal éclairées, où les hommes étaient assis avec des bornes croisées sur les lits en bois, ils ont commencé à se raconter les histoires des premières rencontres avec les douches, en riant avec l'embarras de leurs propres suspects. Yansa et admirant comment il était devenu naturel. Un prisonnier, une fois un officier d'infanterie rigide, a avoué qu'en établissant pour la première fois dans la chambre à vapeur, il avait cru que c'était un piège mortel. Les autres ont ri du souvenir, secouant la tête,
bien que beaucoup aient admis la même peur. Un discours plus jeune et lâche a comparé les douches de pays aux grandes salles de bain publiques de Tokyo auxquelles j'avais assisté dans l'enfance. La comparaison a évoqué des murmures de nostalgie, les transportant pendant un moment à des planchers de carreaux et de seaux en bois, les nuits où les familles et les voisins partageaient la chaleur de l'eau. L'ironie les a frappés, c'est entre les mains de l'ennemi que les fragments de ces moments sont revenus. Ce qui les a le plus perturbés, ce ne sont pas les douches elles-mêmes, mais ce qu'ils ont révélé sur l'Amérique. Si ce pays avait des ressources pour offrir de l'eau chaude infinie aux prisonniers, ce qui ne fournirait pas à leurs propres soldats? Si du savon et des serviettes y étaient distribués si naturellement, quel luxe attendriez-vous sur les bases de l'autre côté de l'océan? Le contraste avec leurs propres expériences les a érodés à l'intérieur. Ils se souvenaient des compagnons qui sont morts du manque d'eau propre pour laver les blessures, de soldats qui ont marché avec des poux dévorant leur cuir chevelu, des hommes qui ont défini non seulement par la faim, mais par la lente décomposition du corps, érodés par la saleté et la maladie. Étant donné la preuve que l'ennemi a priorisé l'hygiène comme un pilier de force, beaucoup, bien que jamais à haute voix, ont admis qu'il y avait peut-être l'un des secrets du pouvoir américain là-bas. À la table de la salle à manger, entre des rations de pain, de pommes de terre et de haricots, les conversations ont gagné des contours plus audacieux. Certains ont avoué, surpris, qu'avant la capture, ils imaginaient les Américains comme des bêtes brutales. Au lieu de cela, ils sont tombés sur une machine ordonnée et méthodique, même quelque chose d'aussi prosaïque qu'un bain. D'autres sont allés plus loin, suggérant qu'ils reflétaient une civilisation fondée sur l'abondance et l'efficacité, si solide qu'elle a étendu ses pratiques aux ennemis vaincus. Les idées ont provoqué des débats animés. Tout le monde n'était pas disposé à accepter de telles vérités inconfortables. L'orgueil a encore brûlé dans beaucoup, et la suggestion de supériorité américaine a rendu des dents entourées. Mais les tests étaient là, estampillés sur leur propre peau propre, dans les plaies de guérison, en santé récupérée. Pour certains, l'accomplissement a été amer, ce réconfort était une stratégie pour les affaiblir, pour voler leur résistance durcie qui définissait le soldat japonais. D'autres, cependant, ont ressenti quelque chose de différent, un respect réticent. Ils sont venus voir dans les douches non seulement l'hygiène, mais une fenêtre pour les vastes ressources, le pouvoir industriel et la philosophie distincte de leurs ravisseurs. D'une voix basse, peu ont osé admettre que cette expérience avait changé leur vision du monde au-delà des barbelés. Ainsi, les Showerons craignaient que les instruments des centres de révélation de la torture. Ce n'était plus du savon et de l'eau. C'était l'abîme entre deux mondes et la compréhension que le pouvoir de l'ennemi ne vivait pas uniquement dans ses armes, mais dans des systèmes de vie si avancés que même les prisonniers de guerre ont été entraînés vers sa discipline. Des années plus tard, lorsque beaucoup de ces hommes sont retournés au Japon après la fin de la guerre, la mémoire de la prison est restée complexe, tissée de honte, de soulagement et de confusion. Mais parmi toutes les images enregistrées dans leur esprit, on a persisté avec une forte clarté, les douches. Les hommes qui avaient combattu sur des îles lointaines qui ont vu des compagnons tomber dans des embuscades dans la jungle ou sous les bombardements navals, se souviennent, surtout, la sensation de l'eau chaude jaillissant les tuyaux, la mousse faisant dans leurs mains, le rythme fiscal qui les avait d'abord dérangés. Et puis, ces mêmes eaux qui les avaient dérangés, les ont transformés. Certains anciens combattants, des années plus tard, ont dit haut. Amelia, avec une voix hésitante, car les Américains avaient besoin de bains quotidiens, comme si le nettoyage était un ordre aussi sacré qu'un règlement militaire. Vos épouses et mères ont écouté les incroyants, comment un ennemi pourrait-il offrir une telle chose? D'autres se taisent, réticents à admettre que l'arrestation leur avait donné plus de réconfort que l'armée elle-même n'avait jamais fourni. Mais dans les silences de la nuit, beaucoup ont reconnu, ces modèles d'hygiène avaient craqué leur vision du monde. La mémoire de l'eau chaude sans fin était la preuve tangible d'une civilisation distincte, moderne, abondante, organisée d'une manière que le Japon, avec toute sa discipline ancestrale, ne pouvait pas correspondre pendant les années de guerre. Ce n'était pas de la nostalgie. Pour eux, les douches avaient d'abord été une étrangeté humiliante et presque terrifiante. Mais le temps a réécrit ces sensations. Alors que les maladies se retiraient, les blessures guéries et les poux ont disparu, l'association s'est renforcée, le nettoyage était la puissance. Ils ont compris que la santé n'était pas un privilège, mais une arme, et les Américains l'ont exercée sans tracas, mais avec une efficacité dévastatrice. Dans les conversations de barrique après le retour, certains ont avoué que cette leçon, et non les tactiques de bataille, était le plus grand héritage qu'ils ont apporté avec eux, la force des modèles de vie modernes. Les historiens qui les ont interrogés plus tard ont remarqué comment les douches ont émergé, avec insistance, dans leurs témoignages.
Contrairement au repas ou aux tâches, allant d'un champ à l'autre, le rituel de l'hygiène était presque universel. Il avait laissé une marque plus profonde que les pains rationnels ou les packs de cigarettes. Les hommes habitués à la faim dans les tranchées ont enduré les repas minces des champs sans surprise. Mais être conduit à des salles de vapeur, recevant des savons et des serviettes, était indélébile parce qu'il était absolument étranger à son expérience de guerre. Il n'a pas symbolisé le luxe, mais une cosmogonie distincte, celle de l'ennemi qui, même en victoire, a reconnu dans les prisonniers une humanité qui devrait être préservée. L'impact s'est étendu silencieux pendant les années. Certains anciens prisonniers, déjà réintégrés à la vie civile, ont maintenu les habitudes apprises en captivité. Ils se lavaient fréquemment, même lorsque le savon était rare, ils ont enseigné à leurs enfants que l'hygiène était un acte de résistance, pas de faiblesse. Pour eux, ces douches n'avaient pas été de simples routines. C'étaient des révélations, des leçons qui ont traversé des décennies, transportées comme un secret honteux et, en même temps, éclairant. La mémoire était ambiguë. La défaite évoquée, la reddition, la réduction des captifs. Mais cela a également apporté la mémoire de la survie, une dignité inattendue entre les mains de ceux qui leur avaient appris à détester. Pour beaucoup, c'est le paradoxe qui a défini sa guerre, qu'au plus fort de l'humiliation, ils avaient aperçu une modernité qu'ils ne pouvaient pas oublier. Les douches n'étaient pas seulement du savon et de l'eau. C'était la découverte que même en prison, le nettoyage, l'ordre et les soins pouvaient redéfinir la place d'un homme dans le monde, et que parfois la plus grande leçon de bataille n'est pas apprise dans la guerre, mais dans le silence d'un bain chaud, où le corps se lave et l'esprit s'ouvre pour ce qu'il n'a pas encore connu.